qu'un millionnaire a été humilié parce qu'il avait l'air pauvre, et regardez ce qui s'est passé un jour plus tard. Paris, ville de lumières et de contrastes. Dans ces rues animées, où le luxe côtoie le quotidien, un homme marchait d'un pas assuré. Jean-Pierre Lefebvre, 45 ans, était un mystère ambulant. Vêtu d'un simple jean délavé, d'un t-shirt blanc uni et d'une veste en toile usée, il aurait pu passer pour n'importe quel passant ordinaire. Pourtant, derrière cette apparence modeste se cachait l'un des hommes les plus riches de France. Lefebvre avait bâti sa fortune dans la technologie, créant des logiciels révolutionnaires qui avaient transformé le monde de l'entreprise. Mais contrairement à ses pairs qui étalèrent leur richesse, Jean-Pierre cultivait la discrétion. Il vivait selon une philosophie minimaliste, convaincu que la vraie valeur d'un homme ne résidait pas dans ses possessions matérielles. Ce soir-là, Jean-Pierre avait décidé de s'offrir un dîner au Palais Doré, l'un des restaurants les plus prisés de la capitale. Il avait travaillé dur toute la semaine et estimait mériter ce petit plaisir. Sans réservation, confiant que sa réputation le précéderait, il poussa la lourde porte en bois sculpté de l'établissement. L'intérieur du restaurant était un festival de dorures et de cristaux. Des lustres imposants illuminaient la salle, se reflétant sur les couverts en argent disposés avec précision sur les tables recouvertes de nappes en lin blanc immaculé. L'atmosphère était feutrée, ponctuée par le tintement délicat des verres et le murmure discret des conversations. Jean-Pierre s'approcha du maître d'hôtel, un homme à l'allure austère nommé François, qui le toisa de haut en bas, avec un regard où se mêlaient surprise et dédain. « Bonsoir, j'aimerais une table pour une personne, s'il vous plaît », demanda poliment Jean-Pierre. François haussa un sourcil, son regard s'attardant sur les vêtements simples de l'homme devant lui. « Je suis navré, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. De plus, nous avons une politique vestimentaire stricte. » Jean-Pierre, habitué à ce genre de réaction, garda son calme. « Je comprends, mais je suis sûr que vous pouvez faire une exception. Je suis prêt à attendre s'il le faut. » Le ton de François se fit plus tranchant. « Monsieur, je ne crois pas que vous compreniez. Cet établissement n'est pas fait pour des gens comme vous. Je vous prierai de partir avant que je ne sois obligé d'appeler la sécurité. » Ces mots cinglants attirèrent l'attention des clients à proximité. Des regards curieux et méprisants se tournèrent vers Jean-Pierre, qui sentit la morsure de l'humiliation monter en lui. Pour la première fois depuis des années, il ressentit le poids du jugement basé uniquement sur son apparence. « Je vous assure que je peux payer », insista Jean-Pierre, sa voix trahissant une pointe de frustration. C'est alors qu'un jeune serveur, Antoine, s'approcha, visiblement agacé par la scène. « Écoutez, mon brave, on vous a dit de partir. On ne sert pas les mendiants ici. Allez donc au Resto du Cœur, c'est plus adapté pour vous. » Cette dernière remarque fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Jean-Pierre sentit une colère froide l'envahir, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sans un mot de plus, il tourna les talons et sortit du restaurant, ignorant les ricanements et les chuchotements qui le suivaient. Une fois dans la rue, l'air frais de la nuit parisienne lui fouetta le visage. Jean-Pierre prit une profonde inspiration, tentant de calmer la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. L'humiliation, la colère, la déception se mélangeaient dans son esprit. Alors qu'il commençait à marcher le long des Champs-Élysées, une idée germa dans son esprit. Une idée qui allait non seulement rétablir sa dignité, mais aussi enseigner une leçon inoubliable à ceux qui l'avaient jugé si hâtivement. Jean-Pierre sortit son téléphone de sa poche et composa un numéro. Après quelques sonneries, une voix familière répondit. « Allô Pierre, c'est Jean-Pierre. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Es-tu libre après-demain soir ?» Alors que la conversation se poursuivait, un sourire se dessina sur le visage de Jean-Pierre. Le Palais Doré allait bientôt découvrir qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, surtout quand ce livre pourrait acheter la librairie entière. La nuit parisienne enveloppait Jean-Pierre alors qu'il élaborait son plan, ignorant que ses actions allaient déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais la vie de plusieurs personnes. Le jeu était lancé, et le millionnaire discret était prêt à montrer au monde que la vraie richesse ne se mesurait pas en euros, mais en caractère. Copy Retime Continue Where You Left Off. Et dites très bien, je vais poursuivre avec le deuxième chapitre de notre histoire. Voici la suite. Le lendemain matin, Jean-Pierre se réveilla dans son appartement spacieux, mais sobrement meublé. Les événements de la veille tournaient encore dans son esprit, alimentant sa détermination.
Il savait que sa réaction pourrait sembler excessive à certains, mais pour lui c'était une question de principe. Le respect et la dignité n'étaient pas des privilèges réservés aux riches, mais des droits fondamentaux pour tous. Après un petit déjeuner frugal, Jean-Pierre se mit au travail. Son premier appel fut pour son ami Pierre Durand, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe et par un heureux hasard, actionnaire majoritaire du Palais Doré. « Pierre, j'ai besoin que tu m'accompagnes au restaurant demain soir. Et j'aurai besoin que tu joues le jeu, » expliqua Jean-Pierre. « Pas de problème, mon ami, » répondit Pierre, intrigué. « Mais de quel jeu parles-tu exactement ?» Jean-Pierre lui raconta alors son expérience de la veille, détaillant son plan pour donner une leçon au personnel du restaurant. Pierre, d'abord surpris, finit par éclater de rire. « Oh Jean-Pierre, toujours fidèle à toi-même, tu sais que tu pourrais simplement acheter le restaurant et les virer tous, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas le but, Pierre, » répondit Jean-Pierre, un sourire dans la voix. « Je veux leur donner une leçon, pas ruiner leur vie. » Après avoir raccroché, Jean-Pierre se plongea dans les préparatifs. Il contacta son avocat pour s'assurer que tout serait légal, puis son assistant personnel pour organiser les détails logistiques. Pendant ce temps, au Palais Doré, la vie suivait son cours habituel. Antoine, le jeune serveur qui avait été particulièrement désagréable avec Jean-Pierre, se vantait auprès de ses collègues d'avoir remis à sa place ce clochard. « Vous auriez dû voir sa tête quand je lui ai parlé des restos du cœur », riait-il, ignorant les regards désapprobateurs de certains de ses collègues plus âgés. Parmi eux, Sophie, une serveuse d'une quarantaine d'années, ne partageait pas l'hilarité d'Antoine. « Tu sais, Antoine, un jour ta langue te causera des ennuis », le prévint-elle. Antoine balaya l'avertissement d'un geste de la main. « Oh, allez, Sophie, ce n'est pas comme si ce type allait revenir de toute façon. » Le soir venu, Jean-Pierre reçut un appel inattendu. C'était Élodie, sa fille de 25 ans, étudiante en droit et passionnée de justice sociale. « Papa, j'ai entendu dire que tu préparais quelque chose pour demain soir, » dit-elle sans préambule. Jean-Pierre soupira. Les nouvelles allaient vite dans leur cercle. « En effet, ma chérie, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. »« Je veux venir, » déclara Élodie d'un ton qui ne souffrait aucune contradiction. Après un moment d'hésitation, Jean-Pierre accepta. Après tout, qui mieux que sa fille pour témoigner de cette leçon d'humilité? Le jour J arriva enfin. Jean-Pierre passa la journée à peaufiner les derniers détails de son plan. Il choisit avec soin ses vêtements, les mêmes qu'il portait 2 jours plus tôt. Le message devait être clair. À 19h30, une limousine s'arrêta devant chez lui. À l'intérieur, l'attendaient Pierre et Élodie, tous deux habillés avec l'élégance qui seyait à leur statut social. « Tu es sûr de vouloir faire ça, papa ?» demanda Élodie, un mélange d'inquiétude et d'excitation dans la voix. Jean-Pierre hocha la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Absolument, ma chérie. Il est temps de leur montrer que la vraie classe ne se mesure pas à l'épaisseur du portefeuille ou à la marque des vêtements. » Alors que la limousine s'engageait dans les rues de Paris, Jean-Pierre sentit l'adrénaline monter en lui. Ce soir, le Palais Doré allait vivre une soirée qu'il n'oublierait pas de sitôt. Le véhicule s'arrêta devant le restaurant. Pierre sortit le premier, suivi d'Élodie. Jean-Pierre prit une profonde inspiration avant de les rejoindre. Le trio se dirigea vers l'entrée, prêt à mettre en scène un spectacle qui allait ébranler les fondations mêmes de l'établissement. Tandis qu'il franchissait le seuil du restaurant, Jean-Pierre ne pouvait s'empêcher de penser que cette soirée allait être le point de départ d'une série d'événements qui dépasserait ses attentes les plus folles. Le destin de plusieurs personnes allait basculer, et les conséquences de ces actions allaient se répercuter bien au-delà des murs dorés du Palais Doré. L'entrée de Jean-Pierre, Pierre et Élodie dans le Palais Doré provoqua un silence soudain. Les conversations s'interrompirent. Les regards se tournèrent vers ce trio improbable. Pierre, vêtu d'un costume sur mesure, et Élodie, élégante dans une robe de cocktail, encadraient Jean-Pierre, toujours dans ses vêtements simples. François, le maître d'hôtel, s'approcha d'eux, son visage affichant un mélange de confusion et d'inquiétude. Il reconnut immédiatement Jean-Pierre, mais la présence de Pierre Durand, qu'il connaissait comme l'un des propriétaires du restaurant, le déstabilisa complètement. « Monsieur Durand, quel plaisir de vous voir !» commença François, ignorant délibérément Jean-Pierre. « Votre table habituelle est prête, bien sûr. » Pierre sourit, mais son regard était froid. « Merci, François, mais ce soir, je dîne avec mon ami. » Il posa une main sur l'épaule de Jean-Pierre. « Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés. »
Le visage de François pâlit visiblement. Oui, en effet. Monsieur, Jean-Pierre l'interrompit d'un geste. Pas maintenant, François. J'aimerais d'abord parler à l'ensemble du personnel. Pouvez-vous les réunir, s'il vous plaît? Incapable de refuser, François s'exécuta. En quelques minutes, tout le personnel du restaurant, des cuisiniers aux serveurs, était rassemblé dans la salle principale. Les clients observaient la scène avec un mélange de curiosité et d'agacement. Jean-Pierre prit la parole, sa voix calme mais ferme résonnant dans la salle. « Bonsoir à tous. Il y a 2 jours, je suis venu ici pour dîner. J'ai été traité avec mépris et chassé comme un vagabond, uniquement à cause de mon apparence. » Des murmures s'élevèrent parmi le personnel. Antoine, le jeune serveur, semblait particulièrement mal à l'aise. « Je suis Jean-Pierre Lefebvre », poursuivit-il. Des hoquets de surprise se firent entendre. Même dans un monde où la discrétion était de mise, le nom de Lefebvre était connu dans les cercles d'affaires. Et je suis ici ce soir pour vous rappeler une leçon importante. On ne juge pas un livre à sa couverture. Pierre s'avança. À partir de maintenant, ce restaurant va connaître quelques changements. Premièrement, nous allons instaurer une politique de non-discrimination stricte. Deuxièmement, tout le personnel suivra une formation sur le service à la clientèle et l'éthique professionnelle. Élodie prit alors la parole, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Mon père a toujours cru en la valeur intrinsèque de chaque être humain. Ce qui s'est passé ici est l'exemple parfait de ce qui ne va pas dans notre société. » Jean-Pierre reprit. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour vous donner une chance d'apprendre et de grandir. » Cependant, son regard se durcit. Ceux qui m'ont directement insulté devront faire face aux conséquences de leurs actes. François et Antoine échangèrent un regard paniqué. Jean-Pierre les désigna du doigt. « Vous deux, considérez-vous comme congédiés. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Antoine, le visage décomposé, fit un pas en avant. « Monsieur, je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Ma petite amie. » Jean-Pierre leva la main pour l'interrompre. « Les actions ont des conséquences, jeune homme. Peut-être que cette expérience vous enseignera l'humilité et le respect. » Alors que la scène se déroulait, une jeune femme assise à une table proche se leva brusquement. C'était Chloé, la petite amie d'Antoine. Elle regarda son compagnon avec un mélange de dégoût et de déception avant de quitter précipitamment le restaurant. Jean-Pierre, remarquant ce départ, sentit une pointe de remords. Il n'avait pas voulu causer de tels dégâts collatéraux. Cependant, il savait que parfois, les leçons les plus importantes étaient aussi les plus dures. Se tournant vers le reste du personnel, Jean-Pierre adoucit son ton. « Pour le reste d'entre vous, ceci est une chance de réfléchir et de faire mieux. Traitez chaque client, chaque être humain, avec le respect qu'il mérite, indépendamment de son apparence ou de son statut social. » Pierre conclut la réunion en annonçant que le restaurant serait fermé pour les 2 prochaines semaines pour permettre la mise en place des nouvelles politiques et formations. Alors que les clients commençaient à quitter le restaurant, remboursés pour leur repas interrompu, Jean-Pierre, Pierre et Élodie s'installèrent à une table. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions et de tensions non résolues. Jean-Pierre soupira profondément. « Ce n'est que le début », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses compagnons. Il ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine et à sa petite amie, se demandant comment leur vie allait évoluer après cette soirée tumultueuse. Peu savait-il que ces actions de ce soir allaient déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement la vie d'Antoine et Chloé, mais aussi la sienne propre, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les jours qui suivirent l'incident au Palais Doré furent tumultueux. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans les médias, suscitant des débats passionnés sur les réseaux sociaux et dans les cafés parisiens. Jean-Pierre Lefebvre, jusque-là connu uniquement dans les cercles d'affaires, était devenu un sujet de conversation nationale. Pendant ce temps, Antoine, le jeune serveur licencié, traversait la période la plus difficile de sa vie. Non seulement il avait perdu son emploi, mais sa petite amie Chloé l'avait quitté, dégoûté par son comportement au restaurant. Assis dans son petit studio, il fixait son téléphone, espérant un message de Chloé qui ne venait pas. De son côté, Jean-Pierre essayait de reprendre le cours normal de sa vie, mais quelque chose avait changé. Il se sentait à la fois satisfait d'avoir donné une leçon, mais aussi troublé par les conséquences inattendues de ses actions. Un matin, alors qu'il prenait son café dans un petit bistrot près de chez lui, une voix familière le tira de ses pensées. « Monsieur Lefebvre ?» Il leva les yeux pour voir Chloé, l'ex-petite amie d'Antoine, debout devant lui.
Son visage trahissait un mélange de nervosité et de détermination. « Mademoiselle, Chloé, c'est ça ?» répondit Jean-Pierre, surpris. « Oui, je peux m'asseoir un moment ?» Jean-Pierre acquiesça, intrigué. Chloé s'installa en face de lui, jouant nerveusement avec la serviette en papier. « Je voulais vous parler de ce qui s'est passé au restaurant, » commença-t-elle. « Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, mais Antoine n'est pas un mauvais garçon. Il a juste fait une erreur. » Jean-Pierre l'écouta attentivement, observant la sincérité dans ses yeux. « Je l'ai quitté parce que j'étais choqué par son comportement, » poursuivit Chloé. « Mais depuis, j'ai beaucoup réfléchi. Peut-être que nous avons tous besoin d'une seconde chance parfois. » Ces mots touchèrent Jean-Pierre plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il réalisa soudain que sa quête de justice avait peut-être été trop sévère. « Vous avez raison, Chloé, » dit-il doucement. « Nous faisons tous des erreurs. La vraie force est de savoir les reconnaître et d'apprendre d'elles. » Une idée germa dans l'esprit de Jean-Pierre. « Dites-moi, Chloé, que diriez-vous si je vous offrais un emploi? À vous et à Antoine. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent de surprise. « Un emploi? Mais pas dans la restauration, » précisa Jean-Pierre avec un petit sourire. « J'ai une fondation qui travaille sur l'inclusion sociale et l'éthique professionnelle. Je pense que votre expérience pourrait être précieuse. » Chloé resta sans voix pendant un moment, puis un sourire illumina son visage. « Ce serait incroyable. Mais Antoine, parlez-lui, » suggéra Jean-Pierre. « S'il est prêt à apprendre de cette expérience, je suis prêt à lui donner une seconde chance. » Alors que Chloé quittait le café, le cœur rempli d'espoir, Jean-Pierre se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il réalisa que la vraie leçon n'était pas seulement pour ceux qui l'avaient mal jugé, mais aussi pour lui-même. Dans les jours qui suivirent, Jean-Pierre se plongea dans le travail de sa fondation avec une énergie renouvelée. Il organisa des ateliers sur la discrimination et l'éthique au travail, invitant des personnes de tous horizons à partager leurs expériences. Antoine, après une longue réflexion et une conversation difficile mais honnête avec Chloé, accepta l'offre de Jean-Pierre. Le jeune homme, autrefois arrogant, montrait maintenant une humilité et une volonté d'apprendre qui impressionnaient Jean-Pierre. Un soir, alors qu'il observait Antoine et Chloé travailler ensemble sur un projet de la fondation, Jean-Pierre ne put s'empêcher de sourire. Ce qui avait commencé comme une leçon de vengeance s'était transformé en quelque chose de bien plus profond et significatif. Cependant, le destin n'avait pas fini de jouer avec leur vie. Un événement inattendu allait bientôt bouleverser leur nouvelle dynamique, mettant à l'épreuve les leçons qu'ils pensaient avoir apprises. L'automne s'installait sur Paris, teintant les feuilles des Champs-Élysées de nuances dorées. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'incident au Palais Doré, et la vie avait pris un nouveau rythme pour Jean-Pierre, Antoine et Chloé. La fondation de Jean-Pierre, rebaptisée Seconde Chance, était devenue un modèle d'inclusion et de rédemption. Antoine et Chloé s'étaient révélés être des employés dévoués, apportant leur perspective unique au projet de la fondation. Leur relation, mise à l'épreuve par les événements passés, s'était renforcée à travers leur travail commun. Un mardi matin, alors que Jean-Pierre arrivait au bureau, il fut accueilli par une agitation inhabituelle. Élodie, qui travaillait maintenant à mi-temps pour la fondation, tout en poursuivant ses études de droit, l'attendait avec une expression préoccupée. « Papa, il faut qu'on parle, » dit-elle, l'entraînant dans son bureau. Une fois la porte fermée, Élodie lui tendit un journal. En première page, un titre accrocheur, « Le millionnaire vengeur, la face cachée de Jean-Pierre Lefebvre ». Jean-Pierre parcourut l'article, son visage passant de la surprise à la consternation. Le journaliste avait déterré des détails sur son passé, notamment sur ses débuts difficiles dans les affaires et sur quelques décisions éthiquement discutables qu'il avait prises au début de sa carrière. « Comment ont-ils obtenu ces informations ?» murmura Jean-Pierre, plus pour lui-même que pour sa fille. Élodie secoua la tête. « Je ne sais pas, papa, mais ce n'est pas tout. » Elle fit défiler son téléphone et lui montra les réactions en ligne. L'opinion publique, qu'il avait adulée pour sa leçon d'humilité au Palais Doré, commençait à se retourner contre lui. Certains le qualifiaient d'hypocrite, d'autres remettaient en question la sincérité de ses actions philanthropiques. Jean-Pierre s'effondra dans son fauteuil, se sentant soudain très vieux et très fatigué. Toutes ces années à essayer de faire le bien, de racheter mes erreurs passées. Et voilà que tout s'écroule. Élodie posa une main réconfortante sur l'épaule de son père. « Ça n'est pas fini, papa, on peut gérer ça. »
À ce moment, Antoine frappa à la porte et entra l'air grave. « Monsieur Lefebvre, je dois vous avouer quelque chose. » Jean-Pierre et Élodie le regardèrent, intrigués. Antoine prit une profonde inspiration. « C'est moi qui ai fourni ces informations aux journalistes. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Jean-Pierre se leva lentement, son visage un masque d'incrédulité et de trahison. « Pourquoi, Antoine ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Antoine, les yeux brillants de larmes contenues, expliqua « Au début, c'était par vengeance. J'étais en colère d'avoir perdu mon travail, d'avoir presque perdu Chloé. Mais plus je creusais, plus je réalisais que vous n'étiez pas si différent de moi. Vous aviez aussi fait des erreurs, pris de mauvaises décisions. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Mais en travaillant ici, en voyant tout le bien que vous faisiez, j'ai compris que j'avais tort. J'ai essayé d'arrêter la publication, mais c'était trop tard. » Jean-Pierre resta silencieux un long moment, digérant cette révélation. Puis, à la surprise de tous, y compris la sienne, il se mit à rire. Un rire doux, presque mélancolique. « Antoine, dit-il enfin, vous venez de me donner la plus grande leçon de toutes. » Élodie et Antoine échangèrent des regards confus. Jean-Pierre poursuivit. « J'ai passé ces derniers mois à essayer d'enseigner l'humilité et le pardon, mais j'avais oublié que ces leçons s'appliquaient aussi à moi. J'ai jugé les autres pour leurs erreurs, oubliant les miennes. » Il se tourna vers la fenêtre, observant la ville en contrebas. « Nous avons tous un passé, des regrets. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. » Se retournant vers Antoine et Élodie, Jean-Pierre sourit. « Il est temps pour moi de pratiquer ce que je prêche. Antoine, je vous pardonne. Et je vous remercie de m'avoir rappelé que la rédemption est un chemin que nous parcourons tous, chaque jour. » Élodie, les larmes aux yeux, serra son père dans ses bras. Antoine, soulagé mais encore secoué, hocha la tête avec gratitude. « Que faisons-nous maintenant » demanda Élodie. Jean-Pierre prit une profonde inspiration. « Maintenant, nous affrontons la tempête. Ensemble. Et nous montrons au monde ce que signifie vraiment la seconde chance. » Alors qu'ils commençaient à élaborer leur stratégie pour faire face à la crise médiatique, Jean-Pierre sentit un mélange d'appréhension et d'excitation. Il savait que les jours à venir seraient difficiles, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment en paix avec lui-même. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette épreuve allait non seulement redéfinir son image publique, mais aussi transformer profondément sa vision du monde et ses relations avec ceux qui l'entouraient. Les semaines qui suivirent la révélation furent intenses pour Jean-Pierre et son entourage. La fondation Seconde Chance se retrouva sous le feu des projecteurs, scrutée par les médias et le public. Plutôt que de se cacher ou de nier, Jean-Pierre décida d'affronter la situation de front. Il organisa une conférence de presse où il admit publiquement ses erreurs passées. « J'ai commis des fautes », déclara-t-il devant une salle bondée de journalistes. « Et pendant des années, j'ai essayé de les compenser en secret. Mais aujourd'hui, je comprends que la vraie rédemption ne vient pas de la dissimulation, mais de l'honnêteté et de l'action. » Cette approche franche et humble surprit beaucoup de monde. Petit à petit, l'opinion publique commença à changer. Les gens voyaient en Jean-Pierre non plus un hypocrite, mais un homme imparfait, essayant sincèrement de s'améliorer et d'améliorer le monde autour de lui. Antoine, profondément touché par le pardon de Jean-Pierre, redoubla d'efforts dans son travail à la Fondation. Il devint le visage d'une nouvelle campagne intitulée « Errar Humanum Est », visant à promouvoir la compréhension et le pardon dans le monde professionnel. Chloé, de son côté, développa un programme de mentorat pour les jeunes en difficulté, s'inspirant de sa propre expérience pour guider les autres vers une vie meilleure. Élodie, fière de son père et inspirée par ses actions, décida d'orienter ses études de droit vers le droit du travail et l'éthique des affaires. Elle commença à donner des conférences dans les écoles sur l'importance de l'intégrité et de la compassion dans le monde professionnel. Un soir, alors que l'équipe célébrait le succès d'un nouveau projet, Jean-Pierre prit un moment pour observer la scène autour de lui. Antoine et Chloé, main dans la main, discutaient avec animation avec de nouveaux bénéficiaires du programme. Élodie plaisantait avec des collègues, son visage rayonnant de passion pour son travail. Jean-Pierre sentit une vague d'émotion le submerger. Il réalisa que ce qui avait commencé comme une simple leçon d'humilité dans un restaurant de luxe s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Il avait non seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de nombreuses personnes autour de lui. S'excusant auprès de ses invités, il sortit prendre l'air sur le balcon. La nuit parisienne s'étendait devant lui,
les lumières de la ville scintillant comme des étoiles terrestres. « Papa ?» La voix d'Élodie le tira de sa rêverie. « Tout va bien ?» Jean-Pierre se tourna vers sa fille, un sourire aux lèvres. « Mieux que bien, ma chérie. Je réfléchissais juste à tout ce qui s'est passé ces derniers mois. » Élodie s'appuya contre la balustrade à côté de lui. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Qui aurait cru que ton petit coup d'éclat au restaurant mènerait à tout ça ?» Jean-Pierre rit doucement. « Certainement pas moi. J'ai appris plus de leçons que je n'en ai données, je crois. »« Et quelle est la plus importante ?» demanda Élodie, curieuse. Jean-Pierre réfléchit un moment, avant de répondre. « Que la vraie richesse ne se mesure pas en argent ou en statut social, mais en connexions humaines et en capacité à grandir et à aider les autres à grandir. » Il passa un bras autour des épaules de sa fille. « Et que parfois nos plus grandes erreurs peuvent mener à nos plus belles réussites, si nous avons le courage de les affronter et d'en tirer des leçons. » Alors qu'il rentrait rejoindre la fête, Jean-Pierre se sentit empli d'un sentiment de paix et d'accomplissement qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile, que d'autres défis l'attendaient, mais il était prêt à les affronter, fort des leçons apprises et entouré des personnes qu'il aimait et qui l'inspiraient chaque jour. Cette nuit-là, alors que la fête battait son plein, Jean-Pierre leva son verre pour un toast. « À la seconde chance, dit-il, et à toutes les premières chances qu'elle nous offre. » Les verres tintèrent, les rires fusèrent, et dans cette atmosphère de joie et d'espoir, Jean-Pierre sut que sa plus grande aventure ne faisait que commencer. L'histoire du millionnaire discret était devenue bien plus qu'une simple leçon d'humilité. Elle était devenue un témoignage de la capacité de l'être humain à changer, à pardonner et à s'élever au-dessus de ses propres limites. Et tandis que la nuit parisienne enveloppait la ville de son manteau étoilé, Jean-Pierre Lefebvre, entouré de sa nouvelle famille élargie, se sentit enfin véritablement riche.